Bonjour à tous, allez vous chercher un petit café, un petit thé, une petite bière, avec modération, parce qu'aujourd'hui on va parler de complotisme. Mais, on va pas parler de complotisme en faisant un énième debunk nul dont tout le monde se fout, non, on va essayer de faire une analyse un petit peu plus matérialiste. Et en parlant de matériel, on a enfin passé les 1000 abonnés, donc déjà merci, et chose promise, chose due, j'ai acheté un nouveau micro, on va donc enfin avoir un son de droite sur cette chaîne. Les sciences sociales étudient les théories du complot depuis les années 60, mais en Europe francophone, on les étudie surtout depuis les années 2015, depuis les attentats de Paris, et bien entendu depuis l'explosion des théories du complot suite à la période du Covid. Les chercheurs abordent les théories du complot sous 3 angles principaux. L'approche psychocognitiviste, qui met l'accent sur les biais de raisonnement, comme si les théories du complot étaient un petit peu le fruit de dysfonctionnements cognitifs, on va parler des biais d'intentionnalité, de l'identification d'agents, etc. Et d'ailleurs, c'est une approche qui est un peu réductionniste, un peu simpliste, et je trouve ça dommage qu'elle soit privilégiée, notamment en zététique, où on va beaucoup se focaliser sur les biais, alors qu'on va mettre un petit peu les autres motivations de côté. Et je vais prendre un exemple tout simple. Récemment, un article est sorti pour expliquer que les insomnies, donc le manque de sommeil, favorisaient la confusion, un état un petit peu confusionnel, et donc favorisaient l'adhérence aux théories du complot. Bon, c'est un petit peu problématique, déjà parce que l'étude, elle met en lumière un simple lien de corrélation, pas un lien de causalité, et surtout, on ne s'interroge pas sur les causes un petit peu antérieures, les causes par exemple, qui sont à l'origine de ce manque de sommeil, de ces insomnies, je ne sais pas, par exemple les conditions de vie de ces personnes, les angoisses qui les empêchent de dormir, peut-être que ces personnes elles ont des conditions de vie difficiles, qu'elles ont beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et que ce sont ces conditions de vie qui favorisent un état de sommeil altéré, plutôt que simplement faire le lien entre sommeil altéré et adhésion aux théories du complot. La deuxième approche, c'est l'approche culturaliste, qui étudie les théories du complot un petit peu dans leur dimension de mythes modernes. Les mythes modernes, ce sont des idées, des croyances qui sont largement répandues au sein de la société et qui influencent un petit peu leur perception. Je vais citer quelques exemples. Le mythe du self-made man, qui met au cœur de la réussite l'individu, en excluant tout le contexte social, toutes les structures, etc. Ou par exemple le mythe du fait qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de notre cerveau. En fait, ça c'est une idée qui est extrêmement ancrée dans la société, voilà, et qui va un petit peu façonner nos perceptions et qui va entraîner des récits, des mythes, des croyances, etc. qui lui sont associés. Et il y a enfin l'approche politiste qui examine l'usage stratégique des théories du complot dans des contextes de crise et qui analyse aussi les acteurs qui les exploitent à des fins politiques. Et bien sûr, tous ces angles doivent être pris en compte dans l'étude des théories du complot. Comme je le disais, il faut éviter de se focaliser sur l'aspect psychocognitif. Et on est encore venu m'expliquer en commentaire il y a quelques jours que de toute façon, les complotistes, ils écoutent rien. Quand on leur montre des preuves, ils y croient pas. Et donc en fait, ils n'ont pas envie de réfléchir. C'est juste un manque d'esprit critique. Ils sont pas rationnels. Et donc en gros, ils sont un petit peu trop cons. Ça c'est une analyse de merde. Voilà, il faut en être conscient. C'est comme quand Alexis de la chaîne L'Esprit Critique, il nous dit le vrai problème, c'est la bêtise. La bêtise qui collectivement nous empêche de trouver des solutions. Voilà, c'est la bêtise, c'est une idée, c'est un concept abstrait. La bêtise, elle est là, elle flotte dans l'air comme ça, et elle nous empêche de trouver des solutions. Voilà, le degré d'analyse est pathétique. Notre plus grand problème, c'est pas l'intelligence artificielle, l'immigration, le capitalisme ou même le réchauffement climatique. Notre plus grand problème, c'est notre incapacité à trouver collectivement des solutions à tout ça. Notre problème, c'est la bêtise. L'esprit critique en 2025, mesdames et messieurs. Heureusement, il existe des vrais chercheurs comme Laurence Kaufmann qui nous expliquent que le complotisme, c'est pas une simple illusion cognitive, c'est le symptôme d'un fossé social et politique qu'il faudrait combler, notamment par un dialogue renouvelé entre les citoyens et les institutions. En fait, elle nous dit qu'il faudrait dépasser ce mépris social et épistémique qui tend à expliquer le complotisme par une faiblesse de raisonnement. Le conspirationnisme n'est pas le symptôme des biais cognitifs et des origines socio-économiques qui conduiraient certains individus à être plus crédules que d'autres et à s'immerger dans une réalité parallèle, rigide et imperméable au doute. Le complotisme est la manifestation d'un fossé social qu'il s'agit de combler, notamment en réinstaurant une cascade de médiation entre la société civile et les milieux médiatiques, éducatifs, scientifiques et politiques. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui est parue il y a quelques temps et que j'ai trouvée très intéressante, menée par des psychologues des universités de Staffordshire et de Birmingham, qui met en lumière le rôle de la rancune dans l'adhésion aux théories du complot. Les chercheurs ont analysé les réponses de 1000 participants à travers 3 études pour examiner comment la rancune interagit avec 3 motivations en lien avec le complotisme. La première motivation, c'est la motivation épistémique, le besoin de comprendre le monde.
La seconde motivation, c'est la motivation existentielle, le besoin de sécurité. La troisième motivation, c'est la motivation sociale, le besoin de signification sociale, le besoin de reconnaissance. Et si vous êtes un petit peu attentif, vous aurez reconnu un petit peu la pyramide de Maslow. Dans ces travaux, la rancune, c'est une émotion négative, caractérisée par un désir de nuire à autrui, et ce, même si ça implique un coût personnel, donc même si ça implique de se nuire un peu à soi. Et en fait, cette rancune, elle peut être alimentée par différents facteurs, un sentiment d'injustice, l'impression d'avoir été lésé. Quand on se sent défavorisé, ça peut faire émerger la rancune. Il y a aussi la frustration sociale, le manque de considération, le sentiment d'exclusion, ou encore l'incertitude existentielle, ne pas comprendre ou ne pas maîtriser son environnement. Et donc l'étude, elle semble montrer que la rancune, elle médiatise la relation entre l'adhésion aux théories du complot et ses trois motivations principales. Se sentir dévalorisé ou menacé, ça alimente ce sentiment de rancune, et ce sentiment de rancune augmente l'adhésion à des récits alternatifs, puisqu'il diminue la confiance envers les institutions, et donc envers les consensus d'experts, envers la parole scientifique, etc. En fait, les complotistes, vous êtes des gros rageux, voilà. Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Bon, blague à part, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que pour combattre le complotisme, il ne suffit pas de combattre la désinformation. Il faut également s'attaquer aux causes, aux facteurs plus profonds qui alimentent ce sentiment de rancune. Alors on va pas rentrer dans du lourd communisme, mais on va quand même devoir passer par une petite analyse marxiste, une petite analyse de classe, parce qu'il se trouve que beaucoup d'études montrent que le complotisme n'est pas uniformément réparti selon la classe sociale. Et comme d'habitude, ce sont les classes les plus précaires qui sont le plus exposées. Les recherches de Joseph Hunchensky et Joseph M. Parent dans American Conspiracy Theory ont analysé plus de 100 000 lettres et des enquêtes nationales aux États-Unis, révélant que, bien que les croyances conspirationnistes soient répandues dans toutes les couches de la société américaine, les classes populaires aux revenus les plus bas, qui se sentent marginalisées ou désavantagées socio-économiquement, croient davantage aux théories du complot, comme par exemple celui sur le 11 septembre, que les classes qui sont plus aisées. Et donc il y a plusieurs raisons à ça, comme on a vu le sentiment de frustration, d'être dévalorisé, de ne pas être écouté, qui favorise ce sentiment de rancune. Et il y a aussi l'école qui joue un rôle de filtre, c'est-à-dire que les individus ayant un niveau d'éducation plus haut sont moins enclines à adhérer aux théories du complot que les personnes ayant un taux d'éducation plus bas. Et ce niveau d'éducation, encore une fois, il est corrélé à la classe sociale, parce que si vous avez lu Bourdieu, vous savez que l'école reproduit les inégalités. Et donc si le niveau d'éducation joue un rôle important dans l'adhésion aux théories du complot, c'est pas parce que ceux qui sont moins éduqués sont plus bêtes, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas les outils méthodologiques pour décortiquer et trier les informations comme pourrait le faire un diplômé d'université. Et d'ailleurs, je vais mettre les choses au clair tout de suite, quand vous pointez des études, il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas capable de lire une étude. Et d'ailleurs, je suis même à peu près certain que la plupart d'entre vous ne sont pas capables de lire une étude correctement en dehors de la discussion ou de la conclusion, de l'inscrire dans un continuum de recherche, de repérer les biais méthodologiques, etc. Donc déjà, on va se calmer avec ça. Et puis surtout, il faut bien comprendre que si la personne n'a pas confiance envers les institutions, ni en vous. Pour vous, vous allez pointer une étude, vous allez dire voilà, j'ai des données, c'est solide. Et pour quelqu'un, en fait, vous aurez juste montré un papier avec des chiffres et des trucs, et en fait, il va balayer ça d'un revers de main. Il n'a pas confiance envers les institutions. Pour lui, ce ne sont pas des preuves. Quant aux classes intermédiaires, même si elles ont un degré d'éducation un petit peu plus élevé, en fait, elles peuvent quand même développer un sentiment de rancune du fait d'une perte de privilèges, une perte d'autonomie, en fait, quand elles sentent leur position sociale glisser, elles perdent du pouvoir d'achat, elles ont un sentiment de perte d'autonomie, elles peuvent également développer de la rancune et donc adhérer plus fortement aux théories du complot, ou risquer d'adhérer plus fortement aux théories du complot. Guidron et Hall, dans Political Science Review, parlent d'un ressentiment de statut. Et parfois, cette rancune, elle passe par une antagonisation, c'est-à-dire la création d'un ennemi. Parfois, ça peut être un ennemi imaginaire, comme, les élites pédosatanistes qui font des soirées Shibari, Scrabble, Adrénochrome, lassant d'enfants. Et parfois, ce sont des boucs émissaires qui sont réels, comme les trans, les immigrés, les LGBT, etc. Parce qu'on se rappelle, on a les trans d'un côté qui veulent venir dans nos écoles pour matrixer nos enfants et leur couper le zizi, et puis on a les immigrés qui veulent nous grand remplacer, parce que je sais pas. Bref, une rancune dirigée généralement contre les minorités. Mais bien sûr, cette rancune sociale, nourrie par des fractures économiques, elles ne sont pas intrinsèquement liées au complotisme. On peut antagoniser un groupe indépendamment de la pensée conspirationniste.
Mais on retrouve des processus similaires dans cette construction d'un ennemi commun avec la rancune comme levier émotionnel et des mécanismes d'internalisation du mépris social qui conduisent à s'en prendre aux personnes les plus défavorisées. Par exemple, je sais pas, les improductifs, les chômeurs, les gens au RSA, tous ces gens-là qui veulent pas travailler. Les parasites. C'est dégueulasse. Abruti, vous pouvez donc rien faire de propre. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces boucs émissaires sont généralement des marginalisés des communautés sur lesquelles on a un pouvoir de nuisance, alors que s'attaquer à un groupe dominant, c'est plus compliqué. Et je rappelle que la rancune, elle est caractérisée par ce besoin de nuire. Et c'est plus difficile de nuire à des groupes dominants qu'à des groupes dominés. Et bien sûr, les groupes dominants ne vont pas du tout s'amuser à instrumentaliser cette colère et cette rancune. Non, ce serait complètement fou. Hein. Complotiste va. Bref, ce complotisme de classe, alimenté par la rancune, c'est avant tout un miroir de la fracture sociale. Et vous notez que dans tout ça, on n'a pas tellement parlé des classes supérieures, les PDG, les avocats, les médecins, les hauts fonctionnaires, les politiques, les intellectuels, les grands intellectuels, et je mets des énormes guillemets de 40 km de long là, qui ont une méfiance globalement moindre envers les institutions et qui ont tendance à moins adhérer aux théories du complot. Et encore une fois, je rappelle, c'est transversal, hein, c'est une tendance qu'on dégage, ce n'est pas une règle absolue. Et en fait, ça s'explique par plusieurs raisons. La première raison, c'est un accès au cercle de pouvoir, c'est une meilleure éducation, parce que je rappelle encore une fois que l'éducation est corrélée à la classe sociale, donc école privée, longues études. Et il y a aussi le fait d'avoir un statut social qui est plus valorisé, d'être plus représenté médiatiquement. Sur les plateaux, on voit régulièrement des médecins qui s'expriment, on voit régulièrement des avocats, des politiques, mais on voit rarement Gérard, le lourd ouvrier du bâtiment, ou Mathilde, l'assistante sociale, s'exprimer. Et les classes supérieures, elles ont également plus de temps et plus de moyens pour vérifier les informations. Et j'ai oublié d'enregistrer une petite partie que je voulais aborder et que je vous invite à prendre avec des pincettes parce qu'on dispose de peu de données à ce sujet. C'est sur le complotisme chez les élites. Et quand je parle des élites, bien sûr, je ne parle pas des reptiliens ou des Illuminati, mais bien des groupes et personnalités qui exercent une influence majeure sur les décisions sociales, politiques, technologiques ou économiques. Ça inclut les chefs d'État, les dirigeants de grandes entreprises, des intellectuels influents, des hauts responsables administratifs ou encore des figures médiatiques qui façonnent l'opinion publique et les orientations stratégiques à l'échelle nationale et internationale. Contrairement aux classes populaires, les croyances complotistes des élites sont plus difficiles à cerner faute de données précises. Les études disponibles ou les enquêtes IFOP s'intéressent surtout aux classes populaires et aux électorats populistes parce que les élites ne remplissent pas de sondages sur leur propre biais ou parce que la recherche se concentre davantage sur l'impact du complotisme dans la population générale que sur son enracinement au sommet. Cela dit, on a des indices. Von Progen souligne que même les dominants peuvent sombrer dans le complotisme lorsqu'ils se sentent menacés par une perte de contrôle, que ce soit à cause des crises économiques, de rivalités internes ou d'une mondialisation qui leur échappe. Et on a des exemples historiques et contemporains qui pourraient indiquer que chez les décideurs et leurs relais, les récits complotistes s'ancrent souvent dans des idéologies spécifiques, antisémites par exemple avec des références au protocole des sages de Sion, ou racialistes comme avec la théorie du grand remplacement théorisée par Renaud Camus. On se souvient qu'Henry Ford avait financé des pamphlets antisémites dans les années 20, persuadé qu'un complot juif était à l'origine de la Grande Dépression, et aujourd'hui, des figures comme Éric Zemmour ou même Bolloré parlent régulièrement de guerre civilisationnelle, et Donald Trump, Elon Musk ou Viktor Orban ont également lancé des insinuations antisémites sur George Soros, mais le flou persiste quant à savoir s'il s'agit de croyances sincères ou de manœuvres politiques, ce qui m'amène au point suivant, l'instrumentalisation et l'industrialisation des théories du complot. D'un point de vue historique, les phases de prolifération des discours méga-complotistes correspondent généralement à des périodes de crise politique. En fait, le marché du complotisme, c'est pas simplement un phénomène spontané, hein. Il est structuré par des intérêts, notamment par des intérêts économiques, et on le voit assez avec la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux et de comment elles sont instrumentalisées par des acteurs, des groupes d'intérêt ou des personnalités publiques. Et donc pour en revenir à la rancune, elle n'a pas seulement une dimension individuelle, c'est aussi un outil politique et économique exploité par des acteurs. On peut penser à Trump, Bolsonaro, Poutine, etc. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Si le parcours ascendant de la rhétorique conspirationniste informelle qui envahit les arènes numériques est inquiétant, l'inflation des discours paranoïaques au niveau des institutions, notamment étatiques, l'est bien plus encore.
En effet, les nouvelles rhétoriques populistes qui envahissent l'espace public, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud ou aux États-Unis, privilégient un style de pensée paranoïaque qui se construit à l'encontre d'un ennemi commun. Et donc on comprend que ces manœuvres s'inscrivent dans un cadre de domination idéologique plus large, et donc on va devoir faire un petit tour, on va devoir parler un petit peu d'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est un concept développé par Antonio Gramsci qui désigne la façon dont les classes dominantes imposent leur vision du monde. Elles maintiennent leur pouvoir non seulement par la coercition, les lois, les forces de l'ordre, mais aussi par l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire par la diffusion d'un cadre idéologique qui fait accepter l'ordre existant comme étant naturel. En gros, elles tentent de maintenir les mentalités dans un cadre contre-révolutionnaire. Dans ce cadre, le complotisme peut être perçu comme de la fausse conscience. Alors, de la fausse conscience au sens marxiste, c'est-à-dire que le complotisme sert à critiquer les élites, mais sans jamais remettre en cause les structures économiques et politiques réelles. En fait, il sert à masquer les véritables rapports de domination. Et donc on comprend bien comment le complotisme sert en fait les intérêts des puissants. À la colère légitime des masses, on oppose des ennemis imaginaires et on invisibilise les vrais responsables de cette rancune. En empêchant une critique rationnelle et structurée du système, il stérilise le sentiment de révolte. Et c'est notamment montré dans une étude de Joly et Douglas, l'exposition aux théories du complot réduit l'engagement politique. Les participants exposés à ces idées votaient moins, donnaient moins à des causes et se méfiaient même des solutions collectives. Et beaucoup de figures d'extrême droite ont très bien compris ces mécanismes et savent très bien l'exploiter puisqu'elles arborent un masque anti-système, système qui, je le rappelle, est la source de la détresse chez ceux qui en font les frais, alors que ces figures profitent et défendent le système. Et ces figures, à l'instar de Trump ou Bolsonaro, mobilisent ce ressentiment pour défendre leurs propres intérêts économiques. Et on le voit très bien avec l'utilisation du discours climato-sceptique, où ils utilisent la détresse de ceux qui, de par leur statut, font les frais des mesures écologiques, comme la taxe carbone, l'augmentation du gaz, de l'électricité, etc. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. La perte, liée entre autres au dérèglement climatique, qui n'est pas reconnue, peut se transformer en quelque chose d'autre, le cynisme par exemple, ou le genre de ressentiment qui s'envenime en une rage haineuse. Dans Doppelganger, Naomi Klein montre comment l'extrême droite a créé un espace pour les émotions négatives en s'emparant des griefs des gens et en leur disant qui blâmer. Les théoriciens du complot se trompent sur les faits, mais ils ont souvent raison sur les sentiments. En parallèle, ils favorisent la défiance envers les institutions et les discours scientifiques, parce que ces discours sont intrinsèquement incompatibles avec la volonté capitaliste, avec le néolibéralisme qui prône la dérégulation du marché. C'est pas pour rien que Trump et Elon détruisent la recherche dans tous les secteurs qui vont à l'encontre de leur vision et de leurs intérêts. Alors entre parenthèses, les mouvements anti-science, et encore une fois je mets des guillemets, ils s'expliquent par tout un tas d'autres causes, notamment un manque de légitimité perçue qui pousse à l'anti-intellectualisme, une défiance qui a explosé pendant le Covid-19, notamment parce que le gouvernement a fait n'importe quoi, qu'ils ont mis en avant des figures qui ont raconté n'importe quoi, qu'il y a eu énormément d'ingérences russes, étrangères, etc. Bref, il y a tout un tas de facteurs. Je rappelle que tout ça, en fait, ce sont des dynamiques extrêmement complexes et qu'on va pas pouvoir tout traiter dans cette vidéo. Et donc tout ça, ça nous rappelle que la lutte contre la désinformation, c'est pas qu'un simple combat intellectuel. C'est avant tout un défi social et émotionnel. Plutôt que de simplement corriger les fausses croyances, il faut s'intéresser, il faut s'attaquer aux conditions matérielles qui permettent leur émergence. Et je rappelle, parce que je sais que ça n'a pas plu la dernière fois, que quand vous attaquez une croyance, vous attaquez la personne pour qui cette croyance est importante, pour qui cette croyance est constitutive. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer, vous pouvez critiquer des croyances, vous pouvez critiquer des personnes, ça veut simplement dire que la manière dont vous allez critiquer une croyance, elle est importante si vous voulez convaincre la personne, si vous voulez nouer un véritable dialogue, parce que sinon vous allez juste faire de la confrontation, vous risquez de renforcer la croyance de cette personne, et si vous voulez faire ça, vous pouvez, mais ne prétendez pas que vous voulez lutter contre la désinformation. Et encore une fois, je mets des guillemets parce que on l'a tous chié sur quelqu'un, voilà. Moi le premier, on est tous, au bout d'un moment, on en a plein le cul, et bien sûr qu'on est tranchant, c'est naturel, c'est normal. Il faut juste prendre conscience que ça ne fonctionne pas, voilà, c'est tout, et qu'au contraire, c'est contre-productif. Ce qui serait plus effectif, ce serait de réduire les inégalités, de restaurer la confiance et de favoriser le dialogue entre les citoyens et les institutions, que de simplement faire de la contre-information.
Mais encore une fois, bien sûr, c'est très bien de faire de la contre-information, on en a besoin, il faut en faire. Plutôt que de voir le complotisme comme un simple manque d'éducation, comme un manque de rationalité, comme de la crédulité, eh bien, il serait plus pertinent de l'analyser comme étant l'expression déformée d'une colère légitime face aux injustices du système. Le système est bel et bien corrompu, mais si l'on n'a pas une compréhension solide de la vocation du capitalisme à trouver de nouvelles sources de profit, à capter et à extraire, bien des gens s'imagineront qu'une cabale d'individus résolument malfaisants tire les ficelles. Et donc le défi, il est double. D'un côté, oui, il faut lutter contre la désinformation, il faut faire de l'éducation, de la sensibilisation aux médias, expliquer comment on crée de la connaissance, mais il faut surtout s'attaquer aux causes de ce ressentiment. Parce que tant que les inégalités et l'aliénation persisteront, les récits complotistes continueront de prospérer. Et je vais conclure avec une citation de Laurence Kaufmann. « Les rumeurs et les fake news ne naissent pas de la prétendue crédulité de personnes adeptes de complots. Elles surgissent quand un rapport social est inégalitaire et quand la démocratie échoue à offrir un espace d'échange libre. » Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce nouveau format vous a plu. J'en profite pour remercier un de mes abonnés qui m'a envoyé son livre, L'information est un sport de combat. C'est un bon livre, alors je le conseille, c'est pas un placement de produit. Il est un petit peu dense, mais en vrai il est très facile à aborder. Il y a beaucoup d'exemples, notamment des exemples modernes, et il aborde plein de thèmes, plein de thématiques, sans aller vraiment dans le détail. On a du Chomsky, on a plein de trucs. Et du coup, c'est super intéressant, surtout si vous n'êtes pas habitué, si vous n'avez pas beaucoup de références. Pour commencer, c'est très très bien. En plus, alors, il me l'a dédicacé, donc trop mignon. Et l'information est un sport de combat. Je sais pas si c'est une référence à Bourdieu ou si c'est une crotte de nez à Didier Raoult. Dans tous les cas, ça me fait beaucoup rire. Si vous êtes complotiste, que vous vous identifiez en tant que complotiste ou qu'on vous traite de complotiste et que vous avez regardé cette vidéo en entier, eh ben, j'aimerais vraiment, en toute sincérité, que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis les autres, enfin tout le monde, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Partagez cette vidéo en masse, que je puisse répandre ma propagande gauchiasse sur le monde. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.